Bonjour, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si tout le monde est là. C'est tout bon. Alors, aux personnes qui viennent d'arriver, je vous dis déjà bonjour. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de la 4e conférence du printemps de l'histoire-géographie. Alors, je me présente, je m'appelle Romain Kunz, je serai le modérateur de la conférence de cet après-midi. On va juste tout de suite commencer par des petites questions techniques. Je vous demanderai de bien vouloir couper votre caméra et de la laisser éteinte pour des raisons de débit et également de droit d'image. Je vous demanderai également de bien vouloir, pour le bon déroulement de cette conférence, de bien laisser vos micros coupés. Et en cas de petits problèmes, mon conseil le plus simple, c'est tout bonnement de déconnecter la réunion et de vous y reconnecter. C'est ce qui marchera le mieux. Je me permets de vous présenter rapidement l'association Histoire d'en parler, que vous connaissez peut-être déjà. Donc, c'est une association que j'ai créée avec deux camarades, Pierre Sertoff et Maxime Vachot, en 2017 sur les bancs de la faculté d'histoire de Nancy et qui compte aujourd'hui une trentaine de bénévoles. Le but de l'association, il est extrêmement simple, c'est de vulgariser la discipline histoire-géographie en rendant sa pratique plus ludique et plus accessible par des ateliers ou par des événements grand public. On fait cela en suivant tout bonnement notre devise qui est la suivante: l'histoire pour tous, par tous et désormais partout. Et c'est ce partout qui a donné naissance en fait à cet événement qui est le printemps de l'histoire géo, qui peut se définir en fait tout simplement comme un cycle de conférences que vous pouvez virtuellement suivre de partout grâce à l'outil Zoom. Pour plus d'informations sur l'association Histoire d'en parler, je vous invite à bien sûr suivre notre page Facebook ou notre page Instagram, ou plus simplement de nous rejoindre sur notre site internet à l'adresse suivante: www.histoiredenparler.com. Sans transition, place à cette nouvelle conférence intitulée «L'épopée européenne de Stanislas», dans laquelle Monsieur Maguin Frédéric, que je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui, donc qui est conférencier du patrimoine, conseiller départemental écolo de Nancy et également géographe. Donc, il va nous faire revivre les différentes étapes de la vie de Stanislas au cœur de l'Europe jusqu'à son arrivée sur le trône du duché de Lorraine. Est-ce que cette définition de la conférence vous convient, Monsieur Maguin? Tout à fait. Eh bien, c'est très bien. Eh bien, écoutez, si vous êtes prêts, c'est à vous et je vous souhaite une très bonne conférence. Écoutez, merci, Romain, et autant vous dire que c'est la première fois que je fais donc une conférence, j'allais dire virtuelle, où je ne vois pas donc mon auditoire. J'espère que toutes et tous, vous allez bien. Moi, ce que je vous invite à faire cet après-midi, c'est un voyage dans le temps et dans l'espace, tout en restant le plus confortablement installé, j'espère, dans vos fauteuils ou sur votre divan. Donc, cette conférence, effectivement, s'appelle «Sur les pas de Stanislas Leczinski», et nous allons donc nous embarquer, je pense, pour une grosse heure. Et puis ensuite, je répondrai à toutes vos questions. Donc, on va tout de suite mettre la carte, c'est-à-dire le premier document, pour que nous puissions remonter un petit peu le temps. Nous quittons donc 2020, nos petits soucis du moment, pour essayer donc, ma foi, de rêver. Donc, cette épopée européenne se terminera lorsque Stanislas arrive donc pour la seconde fois. Vous verrez pourquoi je vous dis ça tout à l'heure. Lorsqu'il arrive en Lorraine, eh bien, j'en aurai terminé. Et donc, on commence par voir ici une carte de la Pologne telle qu'elle était lorsque Stanislas naît le 20 octobre 1677. Lorsque il naît, eh bien, la Pologne est vraiment gigantissime, puisqu'elle fait à peu près 1 million de kilomètres carrés. Juste pour vous donner une petite idée, c'est 2 fois plus grand que la France d'aujourd'hui. Et vous voyez peut-être Varsovie, qui est montrée donc par cette petite flèche. Vous voyez également les voisins de la Pologne de cette époque-là, alors qui est un pays qui n'est pas comme les autres.
parce que d'abord, c'est une union entre la Pologne et la Lituanie. La Lituanie, ben, vous l'avez donc également en pointillé, et elle est comprise entre de puissants voisins. Alors, en rouge, ce sont les voisins de l'Est, ce sont les Russes. Au nord, en bleu, ce sont les Suédois. En jaune, au sud, c'est l'Empire ottoman. Et puis, de l'autre côté, du côté de l'Ouest, eh bien, c'est plusieurs pays, dont l'Autriche, mais également la Prusse. D'ailleurs, il y a une toute petite partie que vous voyez assurée qui est également à la Prusse. Donc, Stanislas, je le répète, est né le 20 octobre 1677 à Lvov. C'est sur la deuxième diapo que vous allez voir effectivement où se situe. La photo précédente, c'est une photographie qui nous montre Stanislas Ledzinski, comme vous ne l'avez peut-être jamais vu. C'est une statue qui le représente à 19 ans, 19-20 ans. Elle est devant son château natal, donc je vous le montrerai et je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc, sur la suivante, vous allez voir que Stanislas est né à Lvov. Alors, Lvov, c'est une ville qui avait été annexée à la Pologne au XIVe siècle, en 1340, et qui était donc le siège d'un archevêché catholique. Elle est aujourd'hui en Ukraine. Elle s'appelle Lviv, et elle compte à peu près 600 000 habitants. Alors, vous voyez sur le plan, vous voyez la localisation de Lvov, mais vous voyez aussi de l'autre côté la localisation de Kiev. Vous voyez qu'une partie de l'Ukraine eh bien, était polonaise à cette époque-là. Et donc, lui, si vous voulez, il est né là, et c'est étonnant parce que sur la photo suivante, vous allez voir d'où vient son papa. Et donc, et oui, Stanislas a eu des parents. Euh, Son père s'appelait Raphaël, sa maman s'appelait Anna, et je parle de son père parce que son père, lui, il était originaire donc de Lejno. Il était donc c'est le point rouge. Vous le voyez, Lejno, Poznan, ce sont des villes dont on va parler, et qui sont donc à l'ouest de la Pologne. Alors, les Ledzinski, les ancêtres de Stanislas, en réalité, ils ne sont pas polonais, ils sont originaires donc de Bohême, et ils vont s'installer en fait en Pologne au XIVe siècle, et ils avaient donc un nom qu'ils laissent là d'où ils sont partis, et lorsqu'ils arrivent donc en Pologne, eh bien ils vont prendre le nom de la région où ils arrivent, et ils arrivent dans une région qui s'appelle Leszczyński. Alors j'ai demandé à des Polonais ce que ça voulait dire. Eh bien en fait, la racine de ce mot voudrait dire terre des noisetiers. Donc voilà, ça vient de là, la racine de ce nom, de ce mot. Et la capitale donc de ce pays, c'est Leszno. Et donc vous avez, je disais, le père de Stanislas, Raphaël, qui n'était pas rien, qui était donc général de Grande Pologne, c'est-à-dire le nom de la grande région autour de Leszno. Il a été ensuite grand trésorier de la couronne, c'est-à-dire proche, donc très très proche du roi, il faisait partie du gouvernement. Il a épousé Anna Jablonowska, qui était elle-même la fille unique du gouverneur de Ruthénie, c'est-à-dire la région autour de Lvov. Et donc, ce que je veux vous expliquer, c'est que lorsque sa mère a été enceinte, c'était une tradition là-bas en Pologne, eh bien, les femmes allaient accoucher chez ses parents. Et c'est la raison pour laquelle donc Anna va se rendre à Lvov, va donc accoucher là-bas, et c'est pour ça que Stanislas est né dans cette ville, donc aujourd'hui en Ukraine. Voilà. Alors, cette ville de Lejno, ben, je vais en parler un petit peu.
on va présenter succinctement donc cette ville qui a été fondée par les ancêtres des Ledzinski et qui aujourd'hui compte 40 000 habitants. Sur la diapositive suivante, nous allons voir un certain nombre de photos. Et la première qui, lorsque l'on arrive dans le pays, peut nous surprendre, eh bien, ça, c'est le journal. C'est le journal que tous les habitants achètent tous les jours. Et vous voyez que le journal s'appelle Ledzinska. Et c'est pour vous dire que vraiment, c'est le nom de cette région-là. Sur la photo suivante, voici l'hôtel de ville. L'hôtel de ville est au centre de la place du marché. Alors, c'est un hôtel de ville qui a été construit au XVIIe siècle par des architectes italiens et on dit qu'il est de style baroco classique. Diapositive suivante. Voilà, nous voyons, alors, elle a été récemment refaite entièrement, cette façade, mais elle est attaquée. Alors, je ne sais pas, je dirais que c'est une sorte de champignon qui l'a noirci. Et c'est étonnant parce qu'on a l'impression qu'elle est un petit peu abîmée alors qu'elle vient d'être refaite. Bon, vous savez, ce n'est pas le seul bâtiment qui aura eu des petites misères dues à, je pense, des champignons. Diapositive suivante vous présente un gros plan. Je vous demande de regarder ce gros plan parce que nous y voyons donc au centre la justice, hein, qui est souvent présente sur des hôtels de ville. C'est le cas, je vous dirais, à Nancy, hein, sur la place Stanislas, au-dessus du fronton triangulaire, vous avez des allégories et notamment la justice, hein, puisque une municipalité et des élus d'une municipalité doivent être prudents et justes. Donc souvent, il y a la prudence et la justice. Et donc, vous le voyez peut-être en dessous, vous avez une tête de buffle. Donc voilà. Et puis de l'autre côté, la moitié d'une tête de buffle et puis une hache. Eh bien, sachez que le buffle, c'est le symbole des Ledzinski. Donc, pourquoi un buffle? Alors, j'ai demandé, lors de mes voyages, effectivement, dans ce pays de Stanislas, et on m'a expliqué que une légende dit que ses ancêtres auraient été donc éleveurs de buffles. Donc, avant d'être anoblis, eh bien, ils auraient été éleveurs de buffles, tout simplement. Et puis, donc, je disais, le buffle, c'est les symboles des Ledzinski. Et à côté, la hache, c'est le symbole des Sulkowski, c'est-à-dire la famille qui va succéder donc aux Ledzinski. D'où la présence, effectivement, de ce buffle. Alors, ce buffle que nous voyons donc présent aujourd'hui en Lorraine, que ce soit à Lunéville, à Nancy, vous avez des buffles un petit peu partout, sur l'hôtel de ville, sur la statue de Stanislas. Ça, si vous voyez des buffles, vous saurez donc que c'était l'emblème de Stanislas. Sur la porte Stanislas, d'ailleurs, il y a également des buffles. Donc, diapositive suivante. Voici donc l'hôtel de ville sur la droite, et puis tout autour, c'est la place du marché. La place donc du marché avec tout autour de belles maisons, essentiellement donc de style baroque. Alors, il faut savoir que la Pologne a été donc vraiment détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit Varsovie, qui est la ville qui a été la plus détruite, mais aussi d'autres villes comme Lejno. Et toutes les maisons, beaucoup des maisons qui sont autour de cette place du marché, en fait, ont été reconstruites à l'identique après et qu'elles ont été donc restaurées tout à fait récemment dans les années 1990. Et on comprend pourquoi, évidemment, dans l'histoire, il y a eu d'investissements massifs pour retrouver un petit peu de la couleur. Alors, dans cette ville, et là, nous sommes dans le cœur historique, je vous montre bien sûr les maisons baroques, ou néo-baroques, on devrait dire, et également plusieurs édifices religieux. Alors, on commence sur l'image suivante
Voilà, donc ça c'était un gros plan d'une maison. Et voici d'abord l'église catholique Saint-Nicolas. Alors cette église catholique, je dis catholique, vous verrez un temple protestant, vous verrez une synagogue juive. Il faut savoir que les Ledzinski, qui étaient donc des dirigeants, donc des nobles très importants, chez eux, dans la Grande Pologne, dans leur région, eh bien, ils étaient extrêmement tolérants. Et ils avaient accueilli toutes les communautés, donc catholiques, protestants et juifs, et même dans la famille donc des Ledzinski, il y a eu des protestants, et selon les générations, eh bien, on était à dominante protestante ou catholique. À l'époque donc de Raphaël et de Stanislas, c'était plutôt des catholiques, mais il y avait donc une certaine tolérance. Et donc Stanislas Ledzinski a toujours été dans le courant de sa vie extrêmement tolérant. Et ça, c'est quand même important. C'est un des maîtres mots donc de Stanislas Ledzinski. Alors cette église catholique Saint-Nicolas a été donc construite en 1680 sous la direction donc d'un architecte qui s'appelait Jean Catenazzi et qui l'a réalisée pour le compte de l'oncle de Stanislas Ledzinski qui s'appelait Stanislas Boguslas II. Il était évêque et c'est lui qui a fait construire donc cette église dans l'intention d'être le mausolée de la famille Ledzinski à partir donc de 1680. Et c'est là que se trouve non seulement enterré son oncle, mais également son père. C'est-à-dire qu'on trouve dans cette église le tombeau donc, de Raphaël Ledzinski. Et par extrapolation, on imagine que s'il était resté en Pologne, c'est dans cette église-là qu'il aurait été lui-même enterré, avec ses ancêtres. Sur la diapositive suivante, je vous montre l'intérieur de cette très très belle église donc de style baroque. Et sur la suivante, voici donc la tombe de Boguslas, qui a été réalisée donc par un sculpteur italien qui s'appelait Bellotti, qui effectivement alors juste pour l'anecdote, cette photo je l'ai fait rapidement, ça allait être bientôt donc la messe et le curé donc m'a autorisé à faire 2-3 photos, mais j'ai dû vite quitter l'église et je n'ai pas pu prendre la photo du tombeau de l'autre côté du chœur, qui est exactement la même, hein, d'ailleurs quasiment la même, mais qui était celle donc du père de Stanislas. Voilà. Sur la diapositive suivante, je vous montre ici le temple luthérien. Il s'appelle le temple luthérien de la Sainte-Croix. Il a été construit en 1635, également dans le style baroque. Je vais vous en montrer quelques. Alors, déjà l'intérieur. Vous voyez que le décor est beaucoup plus dépouillé, comme de nombreux temples protestants. Et donc là, un détail de cet édifice superbe. Et puis, ici, je vous montre l'ancienne synagogue qui date, alors elle est beaucoup plus tardive, hein, elle date de 1905. Alors, il y avait au temps de Stanislas une communauté juive, ils étaient quelques centaines de membres à l'époque, mais c'était bien sûr pas cette synagogue-là, hein. C'est à la Belle Époque, en gros, que la communauté donc s'est accrue de plusieurs milliers de membres. Et en fait, chacun avait son quartier. Il y avait le quartier des catholiques, le quartier des protestants, le quartier des juifs, et chacun donc travaillait, vivait en bonne intelligence côte à côte. D'ailleurs, les Ledzinski avaient édifié des règles, un partage des métiers. Voilà, on ne pouvait pas se faire concurrence, et donc il n'y avait pas d'animosité, en tout cas religieuse. Sur la photo suivante, nous sommes toujours à Lejno. Je vous montre la porte d'entrée du musée régional de Lejno avec les armes
donc des Legiński et des Sulkowski, hein, donc la hache et puis le buffle, à moitié, hein, égalité. Donc quand on rentre dans ce musée, dont voici la porte d'entrée sur la diapositive suivante, lorsqu'on rentre dans ce musée, eh bien, il est à moitié consacré à l'histoire des Legiński. Voilà. Et donc, il y a énormément de témoignages euh, de l'histoire des Legiński. Voilà, c'est un petit musée régional, hein, on pourrait même dire local, mais bah, assez intéressante. Et donc, dans la Grande Pologne, dans cette région de Pologne, on connaît Stanislas Legiński, ce qui n'est pas le cas dans le reste de la Pologne. Hein. Dans le reste de la Pologne, on ne connaît pas Stanislas Legiński. Diapositive suivante, je vous montre en fait une vue d'un bâtiment qui actuellement date du XVIIIe siècle, remanié au XIXe siècle, et qui est aujourd'hui en fait un bâtiment administratif qui est un bâtiment de la région, mais qui était l'endroit où il y avait le château des Legiński dans Leszno. Voilà, parce que dans la ville, eh bien, ils avaient un château. Alors, quand je vais vous montrer un autre château qui est un château important, puisque c'est là où est né Stanislas, qui a fait construire son père, et qui est en quelque sorte est le château le plus important. Mais les Legiński avaient des dizaines de châteaux en réalité dans toute la région, et le plus beau est celui de Rydzyna que nous allons voir très très bientôt. Donc le bâtiment, là, vous voyez, que nous voyons, il est de style classique et néoclassique. Alors maintenant, nous quittons Leszno et nous allons à une quinzaine de kilomètres. Sur la diapositive suivante, vous voyez dans quelle région nous sommes toujours. Hein. Nous sommes à une quinzaine de kilomètres au sud de Leszno. Hein. Donc Leszno, je le répète, 40 000 habitants aujourd'hui. Et nous sommes à Rydzyna, sur la diapositive suivante. Et Rydzyna est une petite ville de 2400 habitants, hein, 2400 habitants, mais je dirais que l'organisation communale en Pologne est différente de la France. Alors, je vous explique. En fait, Rydzyna est le chef-lieu d'une sorte de canton. Donc, il y a une mairie qui regroupe 14 villages. Donc, il y a 8600 habitants dans ces 14 villages. Et en quelque sorte, Rydzyna est le village centre. Et c'est là où il y a tous les services. Par exemple, en face, le bâtiment, très beau bâtiment rose que vous voyez, c'est l'hôtel de ville. Et donc, la commune elle-même, c'est 2400 habitants. Et nous voyons devant l'hôtel de ville une place centrale, hein, une grande place centrale, et autour de cette place centrale se trouve la banque, se trouvent les commerces, et vraiment tout se fait ici, y compris l'école, qui est l'école donc pour l'ensemble des villages, et c'est là aussi évidemment que se trouve, vous allez voir, l'église Stanislas et le château du père de Stanislas. Nous voyons ça dans les diapositives qui arrivent. Sur la place centrale se trouve une très très belle sculpture représentant la Sainte Trinité. La plupart des bâtiments que nous voyons dans le village, Stanislas ne les a jamais connus. En réalité, ils ont été construits après, y compris l'église qui s'appelle Stanislas. Hein. Ce sont ses successeurs qui lui ont rendu hommage, vous allez le voir, mais lui, il n'a connu que le château. Donc l'hôtel de ville, par exemple, date de 1761. Voilà. Et donc, lui, il est mort en 1766, vous le savez, Stanislas, mais pendant longtemps, il n'est pas retourné dans son pays. Suivante. Donc voilà, l'église Saint-Stanislas, de son vrai nom, qui a été construite en 1751 par un architecte d'origine allemande qui s'appelait Karol Marin Franz, pour le compte de Alexandre Sulkowski, hein, qui est donc
le chef de la famille qui a succédé au Ledzinski. Je vous montre l'intérieur de cette église de style baroque tardif. Hein, c'est une église catholique. Et je dirais Alexandre Sulkowski, en choisissant Saint Stanislas, sans doute a rendu hommage à son prédécesseur. Ensuite, je vous montre sur la diapositive suivante le château des Ledzinski. Voilà donc, nous allons voir quelques photographies. Je commence par cette vue d'ensemble. Le château donc des Ledzinski a été construit donc par Joseph Bellotti pour Raphaël Ledzinski. C'est Raphaël, donc le père de Stanislas, qui lui a demandé la construction de ce château. Alors, qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait un château. Il y avait un château de l'époque médiévale, du XVe siècle, dont il restait 4 tours. Et il lui a demandé donc de garder les 4 tours et de reconstruire donc un bâtiment à partir donc de ce qui existait préalablement. Alors, il est donc également baroque dans le style. Il a été donc aujourd'hui, il est un hôtel, hein, et donc on a un magnifique château dont on va voir un peu son histoire rapide. Il a été détruit à plusieurs reprises. D'abord, il a été détruit lors de ce qu'on appelait les guerres du Nord en 1707. Hein, donc ça, c'était lorsque Stanislas avait été roi. Puis, il a été reconstruit donc par les Sulkowski. Il a eu d'autres petits désagréments. Le dernier, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1945. Il a été totalement donc ravagé par les flammes et il a été laissé à l'abandon jusqu'en 1970, où en 1970, une association donc locale, notamment d'ingénieurs, se sont organisés pour le reconstruire à neuf. Et ça s'est terminé en 89. Et en 89, il a été ouvert donc comme hôtel, restaurant. Il y a une grande salle de bal, une grande salle donc de fête, et il est vraiment splendide. Donc voyons quelques vues, si vous le voulez bien, du château, des abords, des dépendances. Voilà donc la porte d'entrée avec une sorte de sphinx. Les sphinx, vous le voyez ici, qui sont emblématiques de cette vue. Alors là, c'est une photo composition, qui est une publicité en fait pour l'hôtel. On voit les 2 sphinx, et puis en contrebas, on voit le château en forme de carré avec les 4 tours, le style baroque. À l'arrière, un jardin, et puis des plans d'eau. Vous allez voir sur la diapositive suivante un autre aspect. Il est entouré donc de douves remplies d'eau. Et puis, sur la suivante, je vous montre donc la statue de Stanislas, qui a connu donc ce château, puisque lui, donc son père l'a fait construire, et lui, lorsqu'il est né, je vous ai dit, à Lvov, et qu'il va revenir avec quelques semaines après sa naissance, il va arriver dans ce château et il va passer donc sa jeunesse, son enfance, sa jeunesse dans ce château. Et donc, cette statue qui a été bien entendu mise au XXe siècle, qui le représente alors qu'il était jeune, j'ai dit à peu près 19-20 ans, avec, sur la photo suivante, vous voyez, c'est écrit en polonais, mais enfin, on comprend que c'est Stanislas Ledzinski qui a été roi de Pologne, Król Polski, roi de Pologne, à 2 reprises. C'est écrit noir sur blanc ici, 1704-1709 et 1733-36. En fait, c'est plutôt 1733-34, mais enfin, peu importe. Et donc, on voit le nom du sculpteur. Donc, c'est moderne, ça date du XXe siècle. Suivante. On retrouve donc sur la sculpture le buffle. Et puis, alors on ne le voit pas bien, mais en haut à gauche, nous voyons, c'est un aigle. Et puis à côté, on voit un cheval avec un cavalier. Alors les aigles, c'était la Pologne, et le cavalier, la Lituanie, puisque Stanislas a été roi
de Pologne et grand-duc de Lituanie. Hein. Il était les deux, puisque c'était une république nobiliaire, une république qui avait ceci de particulier, c'est que son chef d'État était un roi, mais un roi élu. Et quand on dit république nobiliaire, ça veut dire que le chef de l'État, le roi, était en fait élu, non pas par le peuple, hein, ce n'était pas une république démocratique, mais une république nobiliaire, ça veut dire élu par les nobles. Hein, il y avait plusieurs dizaines de milliers de nobles et ils choisissaient leur souverain. Suivant. Alors, nous voyons quoi ici? Ben, nous voyons un plan de l'ensemble du domaine, c'est-à-dire que nous voyons le petit carré rouge entouré donc de fossés, ça c'est le château. Derrière, vous avez un bassin qui est lui-même entouré d'eau. Puis derrière, vous avez donc un grand parc. Et pour vous donner une idée, hein, je parle pour des gens qui connaîtraient bien, donc effectivement Nancy, c'est toute la partie qui est entourée d'eau, ça représente à peu près la pépinière. Mais le domaine, avec les communs, là où vous avez les chiffres 1, 2, 3, avec les bâtiments rouges, tous les communs, ce sont donc encore des centaines d'hectares en plus qui étaient composés, donc le domaine. Donc c'est vraiment gigantissime. Et il en reste de beaux restes aujourd'hui. Suivante. Voilà. Alors, ici, ce château, donc on peut y manger, on peut y dormir. Hein, et donc le dernier voyage que j'ai organisé, c'était il y a quelques années. Donc j'ai fait plusieurs voyages avec des groupes pour emmener donc des Nancéens et des Lorrains sur les pas de Stanislas. Et donc récemment, là, il y a quelques années, on a ouvert une sorte de musée de l'histoire donc du château, et on voit une maquette où l'on voit au centre de la maquette le château, avec à l'arrière les pièces d'eau, le parc, le domaine, vous voyez toutes les grandes allées qui partent en éventail, et puis le village avec la rue principale, la place centrale. Voilà donc, je dirais, il y a un musée au château qui raconte donc l'histoire du château. Suivante. Donc ça, c'est l'arrière du château, façade arrière. Et puis, on va faire une petite visite à l'intérieur. Alors, là, vous avez le salon Raphaël Leginski. Euh, cette, euh, cette cheminée a été sauvée des flammes. Hein. Je vous rappelle qu'elle a flambé en 1945 avant d'être entièrement restaurée. Donc, Raphaël avait organisé énormément de salons. Et alors, il y avait son salon à lui, salon qu'on appelle aujourd'hui Raphaël Leginski. Il y avait le salon de la mer, il y avait le salon de la chasse, il y avait plein de salons, de petits salons comme ça, comme dans tous les châteaux. Hein. Et je vous montre là le médaillon qui représente le père de Stanislas, Raphaël Leginski. Suivante. Donc on voit ici un détail du salon de la mer avec un petit morceau du plafond. Je vous montre sur la suivante un gros plan. Ah, donc c'est un miroir qui nous donne, je dirais, l'image du plafond. Suivante. Alors, cette vue donc de ce salon ici, ben, on imagine très bien la présence, une sorte de fantôme comme ça de Raphaël et de Stanislas. Alors il faut savoir que Stanislas était le fils unique. Hein. Donc vous imaginez l'importance qu'avait cet enfant donc qui a grandi jusqu'à 8 ans. Hein. Donc dans les jupons de sa mère, en quelque sorte. C'est sa maman qui s'est occupée de lui jusqu'à 8 ans. Puis ensuite, c'est son père qui a repris donc l'éducation. C'était comme ça à l'époque, hein, dans la noblesse.
et qui a élevé donc son fils à partir de 8 ans à la dure. Hein. C'était, quand je dis à la dure, c'est-à-dire que son père l'obligeait à s'habiller tout seul, à se laver tout seul le matin, parce que dans beaucoup de familles nobles, eh bien, il y a quelqu'un qui vous levait, quelqu'un qui vous habillait, vous aidait à tout. Non, là, il fait tout seul, il dort sur un lit dur. Donc lui, c'est un militaire, hein. Son papa, je vous ai dit, c'était un général, donc il l'élève à la dure, hein, pour prendre la suite. Donc on imagine donc les 8 premières années, donc, et puis ensuite, il va s'occuper de lui jusqu'à ce qu'il aille au collège. Et donc le collège, en quelque sorte, donc l'école puis le collège, bah, il allait donc à Legno, pas très loin, donc à une quinzaine de kilomètres. Donc en pension, évidemment. Suivante. Alors ça, c'est un détail du salon de la chasse. Évidemment, ce loup, comme le salon, il ne reste rien d'authentique. Alors j'ai fait donc cette photo. Je vous montre également un portrait donc de Stanislas jeune homme. Alors on n'a pas l'habitude de voir Stanislas jeune, hein, parce que il est arrivé en Lorraine à 59 ans. Hein, donc voilà. Donc, on le voit ici, jeune homme. Il faut savoir qu'il a appris à écrire et à lire le français, le latin, l'allemand, l'italien, en plus du polonais. Hein, il était vraiment polyglotte. Alors, c'était pas le seul, c'était, je dirais, les grands de la noblesse apprenaient donc ces langues-là, hein, donc le latin, l'allemand, l'italien, le français, plus leur langue maternelle, hein, parce que évidemment c'était bon, son père donc le destinait à être un noble important, serviteur donc de l'État. Et puis en 1694, 1696, entre 1694 et 1696, lorsqu'il quitte donc le collège, eh bien, en fait, on va l'envoyer voyager à travers l'Europe occidentale, conformément à l'usage donc de l'époque, et il part avec un précepteur qui va lui apprendre la géographie en traversant les pays. Alors par exemple, vous pouvez passer les diapos romains. On va voir l'Italie. Il va d'abord, pas l'Italie, excusez-moi, l'Autriche. Il passe d'abord en Autriche, où il va à Vienne. Donc là, ben, on lui fait parler l'allemand, on lui fait visiter, donc c'est des cours, vous voyez, sur le terrain, etc. Ensuite, il va donc en direction de l'Italie, il passe donc à Florence, il va à Rome. Alors je pense qu'il doit aller à Rome d'abord, d'ailleurs, c'est dans l'autre sens. Donc on va voir quelques vues de Rome. Ce sont des vues de Rome hein, d'aujourd'hui, évidemment. Donc là, Romain, tu peux les passer, voilà. Je pense que vous reconnaîtrez quelques photographies si vous y êtes allé déjà. Donc il apprend la Rome antique, la Rome de la Renaissance, la Rome baroque. Voilà, il apprend énormément de choses, et il est parti pour plusieurs années, loin de sa famille. Et puis après Rome, il va donc à Florence. Voilà, Florence. Il visite, il apprend, il parle les langues pour le familiariser. Et puis, après l'Italie, eh bien, il part en direction de la France et il arrive donc à Paris, plus exactement à Versailles. Et on va voir donc que voilà, donc voilà, je vous montre ici une vue du château de Versailles, donc soleil couchant, juste avant la fermeture hein, des portes. Et on dit, alors ça c'est une légende, qu'il aurait rencontré Louis XIV. Alors, est-ce qu'il a parlé, comme le dit la légende, ou il l'a juste vu? Bon, ça va être difficile de démêler le faux du vrai, mais enfin bon, il va à Versailles, il va voir la cour, il voit toutes ces merveilles. Euh, Là, vous avez bien sûr l'orangerie, le bassin des Suisses, etc. Et puis, donc, j'arrête sur cette carte, et c'est là, donc,
à Versailles, alors qu'il est à Versailles et qu'il doit poursuivre son voyage. Hein. Normalement, il devait aller vers les pays, on dirait, du Benelux. Hein. Il devait poursuivre et l'Allemagne et rentrer chez lui. Et donc là, il apprend la mort de Jean III Sobieski, c'est-à-dire il apprend la mort du roi de Pologne. Le roi de Pologne s'appelait Jean Sobieski, et donc il reçoit un message qui lui dit qu'il doit absolument revenir donc le plus vite possible, car son père lui demande d'être présent pour élire le nouveau roi. Donc il traverse la Hollande et l'Allemagne, alors là sans s'arrêter, et il regagne la capitale, donc Varsovie, car le trône est vacant. Donc je vous montre sur la diapositive suivante la représentation, une statue de Jean Sobieski. Alors c'est une statue donc de Varsovie. Voilà. Donc là j'en profite pour vous dire que 96%, pour pas dire 100% des photos, ce sont donc mes photos que j'ai pris un peu partout donc en Europe. Donc photo suivante, c'est des gros plans de cette statue équestre de Jean Sobieski, qui était vraiment un roi adulé, qui a été aimé et qui était soutenu par toute la famille Leginsky. Et donc, à cette occasion-là, diapositive suivante, à cette occasion-là, donc, il faut, vous vous rappelez, je vous ai dit que c'est donc une république nobiliaire, il faut choisir le chef d'État. Donc il y a 20 candidats au début. Il y a 20 candidats qui se présentent au suffrage de plusieurs dizaines de milliers donc, de nobles. Diapositive suivante et on restera ici. Et qui se réunissent, tous ces milliers donc, de nobles, ils se réunissent dans la plaine de Wola. Alors c'est dans le faubourg de la capitale, aujourd'hui, sur la diapositive d'avant. C'est une grande plaine. Aujourd'hui, c'est un grand parc, un espace vert au pied donc de la vieille ville. Et en 1697, c'est à cet endroit-là qu'on va choisir. Alors, évidemment, Stanislas, il vient d'être nommé staroste. Alors, son père le promeut staroste, c'est-à-dire gentilhomme. Et ayant la qualité de gentilhomme, il a un droit de vote. Et donc, lui, son père et son grand-père d'ailleurs, vont participer à l'élection. Et eux, eh bien, ils choisissent donc le même candidat tous les trois. Alors lui, il a 19 ans et c'est Auguste II qui est finalement élu. Alors sur la diapositive suivante, je vais vous montrer une représentation donc de Auguste II qui était originaire de Saxe. Voilà. Donc là, je vous montre, en fait, c'est une fresque qui se trouve à Dresde et qui montre Auguste II et puis Auguste III. Donc j'aurai l'occasion de parler des deux, donc je les mets sur la même photo maintenant. Donc c'est un souverain donc de Saxe qui est soutenu donc par une grande majorité donc des Polonais, des nobles polonais, mais aussi par les Russes. Et donc, je dirais, ça se passe bien, il est élu, et on peut être polonais et être roi, mais on peut être aussi étranger. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, des Français qui sont devenus rois de Pologne. Donc, on peut, voilà, c'était pas obligatoire d'être polonais. Et donc, Auguste II s'installe à Varsovie, pendant que Stanislas, lui, s'installe à Rydzyna. Donc, diapositive suivante. C'est-à-dire, le château de son enfance, il revient dans le château de son enfance avec ses parents et son père le nomme palatin de Poznanie, c'est-à-dire gouverneur d'une province. Donc, il va prendre une charge, la charge donc de gouverneur d'une province, et la capitale de la Poznanie, c'est Poznan. Et donc, nous allons voir quelques vues. Bon, là, c'était donc le château de Rydzyna. Et puis, sur la
Diapositive Frédéric, je me suivante. permets juste d'intervenir. J'ai quelques petits Oui, problèmes de connexion. C'est pour ça que les photos vont arriver avec un tout oui, petit peu de d'accord. délai. Voilà, je m'excuse. Non, mais il n'y a pas de souci, Romain. On fait Est-ce que ça va jusqu'à présent? On, on entend bien, ça va pas trop vite? Tout est bon de mon côté, je fais au mieux. Eh ben, merci beaucoup. Alors, on continue donc, et je vous montre ici donc une fresque qui représente Poznan à l'époque. Hein, c'est une petite ville à l'époque. Aujourd'hui, c'est une capitale, une ville de 600 000 habitants. Hein. C'est quand même assez gigantissime à la frontière avec pas très loin de l'Allemagne. Et puis, vous avez donc la ville qui est entourée de remparts avec des portes pour y avoir accès. Et puis, au centre, on a un magnifique hôtel de ville qui est toujours là. Donc, je vais vous le faire admirer. Donc, sur la diapositive, alors ça, c'est un gros plan sur la fresque. Et maintenant, on va le voir, voilà, j'allais dire en chair et en os. Voici euh, l'hôtel de ville. Alors, c'est un hôtel de ville qui date de la Renaissance. C'est vraiment une beauté, mais incroyable. Il est au centre de la grande place du marché. Il a été donc construit, cet hôtel de ville, par Jean-Baptiste Cadreau. C'est un architecte d'origine italienne. Hein. Et tout autour, donc au cœur de la place, il y a des bâtiments, de superbes bâtiments colorés, hein, comme vous le voyez, qui étaient Renaissance et puis ensuite qui ont été baroques. Et le tout est entouré d'ensemble de façades sublimissimes. Alors il faut savoir, pour ceux qui ne sont jamais allés en Pologne, hein, parce que peut-être il y a certains d'entre vous qui ne sont jamais allés en Pologne, la Pologne est un pays superbe, magnifique, extraordinaire. Dans le sud de la Pologne, on se croirait donc en Italie. Hein. Et vous voyez ici, les photos que je vais vous montrer vous montrent bien le centre historique donc, de Poznan. Sur la diapositive suivante, je vais vous montrer un gros plan sur une petite sculpture qui nous montre Jean-Baptiste Cadreau, avec au pied de cette sculpture l'hôtel de ville. Je vais vous montrer quelques façades de maisons richement colorées qui se situent donc autour de la place. Voilà, voilà quelques aspects de ces maisons. J'espère que vous les voyez bien. Ils ont également été restaurés hein, à la fin du XXe siècle et ils sont entretenus. C'est une ville très touristique, Poznan, qui possède d'ailleurs un magnifique musée des beaux-arts de toute beauté. Donc, ce sont des maisons à arcades qui étaient initialement en bois, qui sont ensuite construites en briques et qui sont recouvertes de décors colorés. Donc voilà, suivante. Alors, au sommet de l'hôtel de ville, il y a un petit jacquemart qui date de 1551 et qui représente des chevreaux. Et donc, il y a une légende qui évoque ces chevreaux. Alors, je vous la raconte rapidement, cette légende. Tous les jours à midi, les chevreaux sortent donc de leur petite niche et viennent au son de la trompette, viennent s'affronter, se taper donc les cornes l'une l'autre. Alors la légende qui est racontée est la suivante. Donc un jour qu'un marchand donc de chèvres vient au marché, il n'arrive pas donc à vendre ses chèvres et il est obligé de rester plusieurs jours pour les vendre. Et un soir, qu'il attachait ses chèvres devant l'hôtel où il dormait, des personnes, je ne sais pas exactement qui, mais sans doute de jeunes gens, pour se moquer de lui, pour l'embêter, ont volé donc les chèvres et les ont fait monter en haut de l'hôtel de ville. Et donc, au petit matin, les chèvres font du bruit et donc ça attire l'attention de tout le monde. Et puis donc, il y a une personne qui monte chercher donc les chèvres pour les redescendre. Et à ce moment-là, en haut de l'hôtel de ville, elle voit qu'il y a le début d'un incendie qui commence. Alors, la personne donne l'alerte et on raconte que s'il n'y avait pas eu
ces chèvres montaient dans l'hôtel de ville, peut-être on n'aurait pas vu le début de l'incendie, on n'aurait pas pu l'arrêter et que tout le quartier aurait flambé. Donc voilà pourquoi les chevreaux sont des animaux emblématiques de cette ville. Suivante. Donc Stanislas, vous comprenez, il s'installe. Donc, alors on arrête sur cette image. Il s'installe là, à Poznan, et puis il en est le gouverneur. Et il s'installe également en ménage puisqu'il épouse Catherine Opalinska. Ça, c'était en 1698, pardon, 1698. Et de ce mariage, il y aura deux filles. La première fille qui s'appelle Anne, hein, qui rappelle le nom de sa maman, Anna, qui est née en 1699. Et puis la deuxième fille de Catherine et de Stanislas s'appelle Marie. Elle naîtra en 1703. Alors, voici une photographie qui vous montre effectivement un nouveau venu. Alors, je vous explique. En Pologne, il y a un roi qui s'appelle donc Auguste II. Et Auguste II, donc, qui est saxon, mais également roi de Pologne, il s'entend avec le tsar de Russie pour tenter donc d'attaquer la Suède, qui est le grand pays qui est au nord et qui est une superpuissance à l'époque. On dit que c'est la deuxième puissance de l'époque. Et pourquoi ils veulent s'attaquer ensemble à la Suède? C'est parce que le roi de Suède, Charles XI, eh bien, il vient de mourir. Et il laisse un fils qui est encore jeune, puisqu'il a une quinzaine d'années, et le futur Charles XII. Et donc, je dirais, l'attaque se fait, mais contre toute attente, le jeune roi Charles XII, hein, qui a une quinzaine d'années, et dont vous voyez ici la photo, eh bien, ne se laisse pas faire, et il se révèle être un excellent stratège, sans doute parce qu'il a un état-major qui le conseille bien, et grâce à l'une des plus puissantes armées de son temps, eh bien, il va battre les Russes, et notamment il va les battre quelques années plus tard lors d'une bataille qu'on appelle la bataille de Narva, qui a eu lieu en 1700. Alors sur la diapositive suivante, je vous montre quelques vues de cette bataille. Donc là, c'est une carte ancienne qui vous représente donc Narva. Il y avait à peu près 10 000 soldats suédois contre 60 000 Russes. Sauf que les Suédois étaient équipés avec une technologie moderne et pas les Russes. Donc, à cette occasion, ce que je veux vous expliquer, c'est que ça va avoir des répercussions sur la Pologne. Car le jeune roi de Suède va en fait envahir la Pologne et notamment la Courlande et la Lituanie qui sont envahies, diapositive suivante, et prises par les Suédois. Alors, cette photo-là, c'est une photo de Stanislas, toujours lui, mais cette fois-ci habillé aux couleurs suédoises, qui sont le bleu et le jaune. Alors, je vous explique. Vous avez donc le roi de Suède qui prend pied sur le territoire polonais, donc la Courlande, la Livonie et la Lituanie, d'accord? Et le roi de Suède, hein, qui veut se venger en quelque sorte de l'attaque qu'il a subie, et il commence donc par les Polonais, et ils font donc vers Varsovie. Et il envahit donc la Pologne. La Pologne donc est partiellement occupée, Auguste II s'enfuit, et la Pologne à cette époque-là est coupée en deux. Il y a ceux, je dirais, qui soutiennent encore Auguste II, et il y a ceux qui disent qu'il a pris un risque quand même. Et donc, ils envoient un émissaire. Et l'émissaire qu'ils envoient, parce qu'il est jeune aussi, même s'il est plus âgé, c'est Stanislas. Donc, les deux hommes, le roi de Suède et Stanislas, d'accord, qui est
je dirais, vous voyez, un gouverneur, mais un jeune homme, eh bien, ils se rencontrent et je résume un petit peu les choses. Ils se voient et le roi de Suède dit, ben moi, j'ai rien contre les Polonais. Si vous voulez, moi, mon problème, c'est Auguste II, mais vous, j'ai rien contre vous. Si vous voulez qu'on arrête, qu'il y ait un cessez-le-feu, eh bien, remplacez donc votre roi, trouvez-en un autre, et puis, bah, je ferai la paix avec vous. Bon, Stanislas, à cette époque-là, euh, nous sommes en 1703. Pour lui, bon, qui accepte d'aller le rencontrer, hein, même s'il dit, bah, moi, j'ai pas de, pourquoi moi En plus, il vient de subir coup sur coup la mort de son grand-père et surtout de son père à quelques semaines d'intervalle, donc il est vraiment marqué. Son père était vraiment un conseiller pour lui, et c'est dans ce cadre-là, si vous voulez, un petit peu, qu'ils se rencontrent. Et une deuxième fois, effectivement, les deux hommes vont se rencontrer, et Charles XII va demander à Stanislas, en fait, de procéder à une nouvelle élection et de se présenter lui-même. Alors Stanislas répond bah, qu'il est trop jeune, qu'il ne peut pas, etc. Et donc, le roi de Suède lui rétorque que lui, il est encore plus jeune, et ça ne l'a pas empêché de devenir roi et de gagner bataille sur bataille. Et c'est à ce moment-là, donc on est en 1704, que le destin donc de Stanislas bascule, parce que lui qui ne rêvait pas du tout à être roi, eh bien, les circonstances ont fait que, eh bien, euh, euh, je dirais, le roi de Suède, Charles XII, le soutient, et il y a donc une nouvelle élection qui se fait, et Stanislas va être choisi, élu, et va s'installer dans le château royal de Varsovie en 1704. Diapositive suivante. Et donc voilà comment il va devenir pour la première fois, et sans qu'il le veuille en fait au départ, roi de Pologne. Alors ça, bon, c'est une photo d'approche donc du château royal. Donc je vais vous en montrer quelques-unes des photos qui vont vous présenter le château royal de Varsovie. Voilà, donc nous sommes au cœur de la vieille ville, nous sommes sur une colline hein, qui domine donc la Vistule. Vous avez donc le palais royal. Alors il faut savoir que la ville de Varsovie a été quasiment entièrement rasée, hein, c'est-à-dire que tout a été détruit et reconstruit à neuf. C'est-à-dire que ce palais, en fait, il est totalement reconstruit. En 1705, hein, entièrement reconstruit après la Deuxième Guerre mondiale. En 1705, Stanislas est couronné et officiellement, il devient roi en la cathédrale Saint-Jean de Varsovie, cathédrale qui se trouve à côté du Palais Royal. Donc nous allons continuer à passer les photos qui vont vous présenter donc le château royal et puis la cathédrale Saint-Jean juste après. Voilà la cathédrale donc Saint-Jean de Varsovie. Elle est entièrement construite en briques. Hein, elle est vraie. Et là, on va vers la vieille ville. Donc, il devient roi et il se bat donc avec les Suédois contre les Russes d'une part et les Saxons. Et donc, pendant quelques années, donc diapositive suivante, je vous montre l'intérieur actuel de cette cathédrale Saint-Jean. Suivante. Donc voilà, voici donc Stanislas, toujours Stanislas, hein, que nous retrouvons avec un manteau aux couleurs donc euh, royal. Donc il est roi, il fait la guerre, il est avec l'aide des Suédois bien entendu. Et alors je dirais que les deux troupes poursuivent Auguste II qui ne signe un traité de paix que quand son pays, la Saxe, est menacé. Donc, en 1706, la guerre est finie, hein, et
Stanislas, pense-t-il, est à peu près tranquille. Mais, je dirais, quelques années plus tard, Charles XII, qui pense que les Russes sont hyper puissants, veut mettre à bas donc la puissance naissante de la Russie avec son tsar Pierre le Grand. Diapositive suivante. Je vous montre ici une statue équestre donc de Pierre le Grand. Et donc les Suédois vont rassembler une armée et attaquer donc la Russie. Et ils vont donc s'enfoncer donc profondément dans la Russie. Diapositive suivante. Et au bout de quelques années, parce que ça se passe en plusieurs années, toutes ces petites histoires-là, il y a une grande bataille en 1709 qui a lieu près de Kharkov, dans l'Ukraine russe, qui s'appelle la bataille de la Poltava. Elle a lieu le 8 juillet 1709 et Charles XII, en fait, connaît la défaite. Diapositive suivante. C'est-à-dire que les Russes avaient reculé et avaient tout détruit en reculant. Et les Suédois donc n'avaient plus rien comme ravitaillement et ils devaient aller chercher de plus en plus loin. Et donc les Suédois se font écraser à cette bataille. C'est la fin de la puissance suédoise et c'est le début de la puissance russe sur le continent européen. C'est 1709. Là, tous les ans, la bataille est reconstituée. Là, c'était photo de la bataille de la Poltava reconstituée avec ici les Suédois aux couleurs suédoises, bleu et jaune. Pendant ce temps, diapositive suivante, donc Charles XII, il est battu, il s'enfuit et il se réfugie sur les terres turques. Et Stanislas lui-même est obligé de quitter son pays, la Pologne. Auguste II revient et redevient roi. Et il souhaiterait abdiquer Stanislas au profit d'Auguste II. Donc il écrit une lettre à Charles XII, il lui écrit une lettre dans laquelle il lui demande « Est-ce que je peux abdiquer ?» Charles XII lui dit « Non ». Donc il n'abdique pas. Et il tente de rejoindre le roi de Suède, donc en Moldavie. La Moldavie était turque à cette époque-là. Et donc ils partent à quelques cavaliers et ils vont traverser donc une partie de l'Europe orientale pour aller en Moldavie, là où s'était réfugié donc Charles XII. Et alors il met des mois pour y aller, et il pensait que de vive voix, il réussirait mieux à le convaincre. Mais ce qui se passe, c'est que la Turquie a changé d'alliance et les Russes ont payé donc les Turcs pour emprisonner Charles XII. Et lorsque Stanislas arrive en Moldavie, eh bien, il est emprisonné également. Et donc, ça c'est un épisode qu'on ne connaît pas forcément, mais Stanislas va être en résidence surveillée à partir de 1713 et pendant 14 mois, 12 mois en captivité, résidence surveillée et 2 mois en prison vraiment pour lui mettre un peu plus la pression, parce que la pression qu'on lui met, c'est de dire qu'il doit abdiquer. Diapositive suivante. Donc, là, je vous montre quelques vues des pays, des paysages qu'il traverse pour aller donc en Moldavie. Donc, évidemment, là, c'est la Roumanie. Donc, on passe ces quelques vues de paysages et il arrive donc en Moldavie. La Moldavie, à l'époque, qui était donc aux mains des Turcs. Avec en rouge Bendery. Bendery, c'est là où il a été emprisonné. Donc, je vous montre quelques vues, après vous avoir présenté la carte, quelques vues. Donc là, c'est un timbre avec la forteresse de Bendery. Telle qu'elle est donc aujourd'hui, forteresse où il a été donc en partie emprisonné, en résidence surveillée. Mais enfin, à tous les égards, donc à son rang évidemment. Il a appris plein de choses à cette occasion-là. Il a découvert d'ailleurs la civilisation turque
a apprécié donc la civilisation turque à cette occasion-là. Suivante. Et nous le revoyons, Stanislas, habillé à la turque. Voilà. Et donc, au bout de 14 mois, après que, diapositive suivante, après que l'on ait fait pression sur Charles XII, là, c'est tous les pays des alentours de la Suède qui voulaient attaquer la Suède. Donc, Charles XII a signé un traité avec les Russes qui l'ont fait être libéré. Et comme lui a été libéré, qu'il a pu rentrer en Suède, hein, il avait signé un traité comme quoi il attaquerait plus les Russes, hein, tout simplement. Eh bien, Stanislas a été aussi, par la même occasion, libéré. Il a été donc libéré de ses prisons dorées de Bendery et il quitte la Moldavie. Et donc, il n'a toujours pas abdiqué et il demande à Charles XII ce qu'il doit faire. Et Charles XII lui dit, eh bien, écoutez, ne vous inquiétez pas, je gagne la bataille pour récupérer toutes les possessions de la Suède, puis ensuite je remonterai une armée et j'irai vous reconquérir votre Pologne et je vous remettrai à la tête de la Pologne. Mais en attendant, je vous donne une principauté, je vous donne la principauté de deux ponts, en français Zweibrücken, donc en allemand, ce qui est au cœur de l'Empire, et vous y allez, en attendant, vous y vivrez donc un certain temps. Et donc Stanislas va quitter la Moldavie pour aller en direction donc de Zweibrücken, de deux ponts, et je vous montre des diapositives. Il retraverse toute l'Europe, il quitte la Moldavie, traverse la Roumanie. Donc là c'est la Roumanie, par exemple, et puis je vous montre, après il va en Autriche, il passe par la Bavière, et diapositive suivante, et il arrive dans un endroit que vous allez peut-être reconnaître. Voilà, on arrête sur cette image. Il arrive en Lorraine, et il arrive à Lunéville. Et donc là, c'est le duc Léopold qui est duc de Lorraine. Et quand il arrive donc à Lunéville, en fait, il n'a plus, comment dirais-je, d'argent. Il a des problèmes, une situation financière difficile. Et en fait, il s'apprête à vendre ses derniers bijoux pour en fait arriver à Zweibrücken. Quand, évidemment, d'avoir des bijoux aussi extraordinaires, ça a fait réagir des gens. Et puis, le duc Léopold a très vite su qu'il s'agissait de Stanislas. Et en réalité, il a refusé donc qu'il dépose en gage ses bijoux. En fait, il lui a prêté une somme d'argent pour qu'il puisse arriver en carrosse à Zweibrücken. Et c'est exactement ce qui va se passer. Alors, pour la petite histoire, cette somme que le duc Léopold de Lorraine va avancer à Stanislas sera quelques années plus tard remboursée à 100% par Stanislas à la Lorraine. Suivante. Donc il arrive à Zweibrücken, il a 38 ans. Stanislas a 38 ans et il va retrouver sa famille parce que ça faisait des années qu'il ne les avait pas vus. Donc, en l'occurrence, ses filles, sa femme et puis sa mère. Donc, tout ce petit monde qui était mis en protection par la Suède retraverse toute l'Allemagne et il se retrouve donc à deux ponts, à Zweibrücken, et nous allons voir quelques photos. Il a la tête d'un duché qui ne compte que 5000 habitants. Et la première chose qu'il fait lorsqu'il arrive, c'est un petit peu à l'écart de la ville de Zweibrücken. Il se fait donc construire un château. Il demande à un architecte suédois qui s'appelle Jonas Eriksson Sundal de lui construire une sorte de château donc en pleine forêt qu'il va appeler Çiftlik. Hein, vous le voyez sur la photo, Çiftlik. En fait, c'est un mot d'origine turque qui veut dire petite ferme. Voilà. Et donc, à côté de Zweibrücken, il y a encore aujourd'hui, et c'est des diapositives que nous allons voir,
Voilà. Alors ça, c'est les armoiries de Zweibrücken. Ça, c'est le plan du château qu'il avait construire et dont il reste quelques-uns des pavillons en dur, toujours construits et toujours présents aujourd'hui. Là, je vous montre quelques aspects du parc de Zweibrücken qui est magnifique, surtout en cette saison, alors que je vous parle. Il doit être magnifique. Malheureusement, on ne peut pas aller le voir en ce moment. Le parc, notamment avec les roses, une roseraie magnifique. Donc, c'est pas très loin d'ici, c'est à 2 heures de route, hein, à peine, de Nancy, je veux dire. Suivante. Quelques aspects donc de ce magnifique parc de la ville de Zweibrücken. Et puis, nous allons voir quelques vues de Tschiflik, hein, donc les vestiges des bâtiments qui restent et qui ont été donc mis en chantier en 1716. Vous voyez, la date est toujours là et il va y rester donc quelques années. Aujourd'hui, on peut avancer, hein, voilà, on peut avancer. Nous sommes en pleine forêt. C'était une sorte d'endroit vraiment un peu paradisiaque, en plein milieu des forêts où il pouvait aller chasser parce qu'il adorait donc la chasse. Donc vous le voyez, vous allez voir des photos qui datent du printemps et de l'automne, hein. Vous verrez plusieurs photos de plusieurs saisons. Aujourd'hui, dans les anciens bâtiments, il y a un hôtel et un restaurant qu'on appelle la faisanderie. C'est un mot français. Donc voilà, une vue d'ensemble avec les vestiges. Alors il y avait des jets d'eau, il y avait des bassins, il y avait des cascades. Bah, vraiment, c'était merveilleux. Et ce qui reste aujourd'hui est déjà merveilleux parce que ça devait être vraiment superbe. Alors à partir donc de ces années-là, 1716, 1717 surtout, il y a quelques malheurs qui vont s'abattre sur Stanislas et sa famille. Et le premier malheur qui s'abat sur eux, c'est la mort de sa fille aînée, qui s'appelle Anne, qui est morte en 1717 et qui va être donc, diapositive suivante, hein, voilà, qui va être suivante, qui va nous montrer là où elle est enterrée, c'est-à-dire le site de Grafenthal. Alors Grafenthal, c'est en Sarre. Hein. Là, Zweibrücken, c'est en Rhénanie-Palatinat. Voici Anne, sa fille aînée. Donc ça, c'est le premier malheur qui s'abat sur lui et sur eux, hein, d'une certaine manière. Diapositive suivante. Le deuxième malheur qui s'abat sur eux, c'est des tentatives d'assassinat, car le roi de Pologne veut la mort de Stanislas et il envoie donc, je dirais, des assassins en quelque sorte. Alors, une fois c'est par empoisonnement, une autre fois il envoie une troupe de plusieurs centaines d'hommes pour essayer donc de mettre le siège autour de Zweibrücken, et on peut avancer les diapos en même temps. Ça, c'est Grafenthal aujourd'hui, et ça, c'est l'intérieur de l'église, et c'est là le tombeau donc de la princesse, de la fille de Stanislas. C'est son tombeau tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Alors, on arrête sur cette image, et ce que je veux vous dire, c'est que ces plusieurs tentatives donc d'assassinat échouent à chaque fois. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça échoue. Mais à la fin, il envoie une troupe de 2000 hommes attaquer donc Zweibrücken. Et là, Stanislas, il se dit, si je reste, je mets en danger tout le monde, puisqu'il n'y a que 5000 habitants. Et donc, il quitte momentanément donc Zweibrücken et il demande aux Français de pouvoir se mettre à l'abri à Bad Bergzabern. Donc, c'est en fait, c'était une terre momentanément occupée par les Français. Donc, diapositive suivante. À quelques kilomètres de Landau. Alors, vous voyez, Bad Bergzabern, c'est en jaune. Au-dessus, vous avez Landau. Et Landau, c'était un lieu où il y avait une garnison française. Donc, en fait, Stanislas avait demandé au roi de France de le mettre à l'abri parce qu'il était menacé. Et le roi de France a accepté. En fait, ce n'était pas le roi de France, c'était le régent, mais enfin, c'est pareil.
il l'a mis à l'abri dans un château, hein, de Bad Bergzabern. Je vous en montre quelques vues. Donc voilà le château tel qu'il est aujourd'hui. Donc il y a vécu pendant quelques mois. La ville, la petite ville est magnifique. Ça ressemble beaucoup donc ville, bah, ça ressemble beaucoup à l'Alsace, hein, qui est assez proche du reste pour nous, hein, Français. Et voilà quelques vues donc de cette ville. C'est une ville thermale, il a beaucoup apprécié. Et je m'arrête sur cette photo car tout s'est bien passé. Il était là dans ce château jusqu'en décembre 1718 où on a appris que Charles XII, le protecteur de Stanislas, le roi de Suède, qui se battait à Frederikshavn, c'est en Suède, hein, il se battait pour récupérer l'intégralité de son pays, de son royaume. Il est tué lors donc de cette bataille. On raconte qu'un boulet lui a emporté la tête. Voilà. Donc il meurt. Et vous comprenez, diapositive suivante, que à partir de ce moment-là, eh bien, il n'est plus protégé par personne. Donc ça, c'est la ville où il y a eu la bataille et où le roi de Suède est mort. Suivant. Je vous montre une vue. Et donc, on s'arrête sur cette image. Et ne pouvant plus rester à Bad Bergzabern, il écrit donc une nouvelle lettre au régent de France, hein, puisque Louis XV est trop jeune encore. Et ce dernier, régent, lui octroie de s'installer à Wissembourg, où il sera protégé cette fois-ci par la couronne, donc dans une terre de France. Et il va donc s'installer à Wissembourg de 1719 à 1725. Hein, donc je vous montre quelques vues de Wissembourg et je vais vous montrer le château, encore un château. Alors un château qui n'a pas construit, qui est beaucoup plus petit que les autres, qui a été donc prêté par un monsieur donc de Wissembourg et où il a habité pendant quelques années. Donc Wissembourg, vous voyez la localisation, c'est tout au nord de l'Alsace. Et voilà donc une vue du château qu'on appelle le château Stanislas. Voilà, quelques vues que l'on peut visiter hein, quand on va à Wissembourg, et une plaque qui dit en gros qu'il a vécu là jusqu'en 1725. Voilà, avec le parc à l'arrière. Donc c'était modeste hein, par rapport aux autres châteaux qu'il avait connus. Et je m'arrête sur cette image pour vous expliquer qu'il y a eu un concours de circonstances. À un moment donné, alors je vais essayer d'être le plus rapide possible, mais la fille de Stanislas va devenir, vous le savez, reine de France hein, en 1725. Donc comment est-ce que ça s'est fait? Eh bien au départ, le régent, qui était donc le duc de Bourbon, était veuf. Il avait une maîtresse qu'on appelait Madame de Prie, et Madame de Prie, elle souhaitait donc lui trouver une nouvelle épouse. Et donc, on avait imaginé que cette petite princesse polonaise aurait pu devenir donc la nouvelle épouse du régent. Donc, on avait demandé un tableau, une peinture de Marie Ledzinska. Très bien. Donc, on fait le tableau. Le tableau arrive et on raconte que dans le même temps, on cherchait à marier Louis XV. Donc, voici Louis XV. Alors, Louis XV, lorsque Marie a 22 ans, Louis XV a 15 ans. Et donc, il faut marier également Louis XV. Il faut le marier d'autant plus vite qu'on dit que sa santé est fragile. Alors, la petite princesse qui devait l'épouser est trop jeune, donc il faut en choisir une autre. Et on raconte que lorsque le tableau de Marie est arrivé donc au château royal, Louis XV aurait été intéressé donc par cette jeune femme. En réalité, c'est qu'il fallait trouver rapidement une femme qui soit princesse, qui soit catholique, qui soit célibataire,
qui soit disponible, qui puisse avoir des enfants. Donc ça faisait énormément de contraintes. Et finalement, on a mis dans la boucle Marie Ledzinska. Et donc, elle est devenue reine de France. Et donc, vous comprenez bien qu'on ne pouvait plus laisser décemment Stanislas dans cette petite demeure à Wissembourg à partir de ce moment-là. Donc, ce qui se passe, c'est que le mariage est fait à Strasbourg. Donc, diapositive suivante. Voici la cathédrale de Strasbourg où a lieu le mariage le 15 août 1725. Alors, avec sans Louis XV, avec un représentant donc, de Louis XV et en présence de Stanislas, parce que, je vous explique, le roi ne pouvait pas être là en présence d'un roi détrôné. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un premier mariage donc, à Strasbourg, 15 août 1725. Puis ensuite, la reine est partie donc, pour qu'on célèbre un autre mariage officiel le 5 septembre, donc près de Paris. Donc, à partir de ce moment-là, disais-je, on ne peut plus les laisser donc en Alsace, et donc le roi va proposer donc à Stanislas, c'est sur la diapositive suivante, je pense que vous l'avez reconnu, on va lui proposer de lui octroyer, de lui attribuer un château royal, c'est celui de Chambord. Et donc, le château, qui a été modifié, hein, il va y vivre 8 ans. Il va y rester 8 années jusqu'en 1733. Donc, les diapositives suivantes qui vous présentent les appartements de Stanislas dans le château de Chambord, que l'on peut toujours voir aujourd'hui avec ce beau bleu. Ça, c'était les appartements de Stanislas à Chambord. Et donc, il adorait donc aller à la chasse toujours. Hein. Alors là, il y avait un domaine gigantesque pour assouvir sa passion. Il était donc évidemment hébergé. Donc voilà, on s'arrête sur cette image. Il était hébergé, il a vécu voilà tranquillement pendant plusieurs années donc avec son épouse et puis avec sa mère. Sa mère, il l'a perdue d'ailleurs pendant son séjour à Chambord et elle est enterrée donc pas loin de Chambord. Et puis arrive 1733. En 1733, une nouvelle qui va bouleverser à nouveau sa vie, c'est la mort du roi de Pologne, Auguste II. Donc le roi de Pologne meurt, Auguste II, mais comme lui, il n'avait pas abdiqué, bah, il était toujours roi. Donc, il est soutenu par les Français qui vont décider donc à l'envoyer le plus vite possible à Varsovie, incognito, et il arrive en 1733, à l'âge de 56 ans, à Varsovie, diapositive suivante. C'est un effet de surprise incroyable, puisque un faux Stanislas est installé dans un navire qui part de Brest, prend son temps, soi-disant, puisque le vrai Stanislas eh bien, va traverser toute l'Europe pour être à Varsovie. L'objectif, c'est qu'il soit donc réélu le plus vite possible, et donc c'est ce qui va se passer. Diapositive suivante. Donc, il réunit donc ses partisans à l'église de la Sainte-Croix à Varsovie. Puis le 12 septembre 1733, Stanislas est élu à nouveau et devient pour la deuxième fois donc roi de Pologne. Oui, sauf que eh bien, les Russes ne sont pas d'accord et le fils d'Auguste II, qui s'appellera Auguste III, n'est pas d'accord non plus. Et les Saxons et les Russes se réunissent pour attaquer Stanislas, qui est contraint parce qu'il ne peut pas résister à une armée de 50 000 hommes, eh bien, il est obligé de s'enfuir. Alors, je vous montre quelques diapositives de Varsovie, des remparts de Varsovie. On retrouve le palais royal, hein, où il redevient roi. Et je vous montre quelques vues de la vieille ville de Varsovie avec, vous voyez, donc là, des morceaux de remparts. Voilà quelques vues
de la vieille ville de Varsovie. Au centre de la place du marché, une sirène, petite sœur jumelle de celle de Copenhague. Et donc, on décide d'envoyer donc Stanislas à Danzig, qui est une ville libre associée donc à la Pologne, qui se trouve sur la côte baltique et où les Français promettent de lui envoyer une flotte de 20 000 hommes. En réalité, je vous le dis tout de suite, il ne sera envoyé qu'un peu plus de 600 hommes. Donc, vous voyez que c'est vraiment pas avec ça qu'il pouvait gagner quoi que ce soit. Et donc, diapositive suivante. Alors, la ville de Danzig s'appelle aujourd'hui Gdansk. Donc, je vous montre une gravure ancienne qui nous montre la ville à l'époque. Donc, ça, c'est un document d'aujourd'hui. Gdansk, qui est une magnifique ville, de la vieille ville est superbe. Vous en voyez ici quelques vues, notamment les grues de chargement et de déchargement qui datent du XVe siècle. Je vous montre quelques vues de cette belle ville. Les églises, les bâtiments, les édifices sont construits en briques. C'était une ville de commerce qui vendait donc des céréales. C'était donc la richesse principale. Voici l'artère principale de la ville. Et puis, de part et d'autre, des maisons construites dans le style hanséatique, c'est-à-dire d'inspiration flamande. Vous voyez, dans le style baroque, comme il y en a tant en Pologne. Je vous montre sur la diapositive suivante le bâtiment, l'ancien marché, la halle gothique qui servait de marché à l'époque, avec devant une belle statue de Neptune. Le dieu de la mer dans un port, il n'y a rien d'illogique. Voici Neptune, le dieu de la mer. On retrouve d'ailleurs sur la place Stanislas. Et donc là, il est encerclé donc par les Russes, les Saxons et leurs alliés. Et il y a donc 20 000 hommes français, enfin 20 000 Français qui ne viennent pas. 650 seulement arrivent. Et donc Stanislas, il n'a que 4 000 hommes. En face, il y a plus de 50 000 hommes. La bataille se déchaîne. Il ne peut rien. Il est totalement encerclé. Donc, il se dit, la seule chose que je peux faire, c'est m'enfuir et essayer de passer les lignes ennemies. Il passe les lignes ennemies. Et sur la diapositive suivante, je vous montre, donc ça c'est les vues de la bataille. Nous avons presque fini la conférence. Voici quelques vues de la bataille elle-même qui fait rage. Il est déguisé en paysan, il passe à travers les lignes de nuit. Là, ça, c'est les soldats polonais. Et il décide de rejoindre le territoire prussien. Alors ça, c'est des vestiges de la bataille. Diapo suivante. Alors ça, c'est le monument aux morts, des morts de plusieurs batailles, mais dont celle de 1734. Vous le voyez, même si c'est en russe, c'est un monument russe, d'ailleurs, aux morts russes. 1734, c'est la période de la bataille. Et lorsqu'il a réussi à franchir les lignes, il dit « je ne suis plus à Danzig », et donc la bataille s'arrête, et la ville n'est plus bombardée. Donc il a sauvé les habitants. Donc il est identifié et il est fait prisonnier par Frédéric Guillaume de Prusse, qui tente de le vendre au plus offrant. Je résume un petit peu les choses, mais comme personne n'en veut, eh bien, Frédéric Guillaume de Prusse, en fait, l'accueille et le reçoit à Königsberg. Donc, sur la diapositive suivante, vous allez voir donc Königsberg. Donc, c'était cette petite enclave donc prussienne, avec une ville qui aujourd'hui, elle s'appelait Königsberg, elle s'appelle aujourd'hui Kaliningrad. Aujourd'hui, c'est une enclave russe en Europe, et je vous en montre quelques vues.
Et donc, il est accueilli par Frédéric Guillaume, hein, dont vous avez vu la statue. Voici quelques vues de Kaliningrad, hein, qui est donc une enclave russe en Europe, je le disais. Et c'est là que Stanislas attend patiemment. Voilà, on s'arrête là, si vous le voulez bien. Ça sera la dernière photo de cette conférence. Et c'est là qu'il attend de savoir ce que l'on va faire de lui. Il y a des traités qui vont être signés, qu'on appelle les traités de Vienne, qui décident qu'on lui attribuerait la Lorraine. Et donc, à 58 ans, il entreprend une nouvelle traversée de l'Europe vers sa nouvelle patrie, en quittant donc la Prusse pour, alors d'abord Paris, hein, et Meudon, où il doit d'abord signer un traité secret avant d'arriver donc en Lorraine. Donc voilà, j'en ai terminé pour ma part. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous, et je suis donc à votre entière disposition pour répondre à vos éventuelles questions. Merci Frédéric, en tout cas. Hop, voilà, bon, on me verra. On va le voir. Je suis vraiment profondément désolé en tout cas pour la latence qu'il y avait entre les deux, entre les diapositives. Pardon, il m'est arrivé d'avoir 10 secondes de décalage entre mon écran et le retour vidéo qui me montrait la conférence, et j'en suis vraiment profondément désolé. Pour les questions, je vous propose en fait tout bonnement, si vous avez une question… Moi, je m'en suis presque pas rendu compte, moi. Bon, bah tant mieux. Alors moi, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué à des moments. Je me permets, dans le chat de cette conférence, de vous envoyer aux spectateurs un petit Google Form, si vous voulez bien le remplir pour nous aider à nous améliorer. Si questions il y a, n'hésitez pas à m'interpeller exactement au même endroit sur le chat, et on attend vos questions. J'activerai votre micro et vous pourrez poser directement votre question à Frédéric. Et en tout cas, encore une fois, je suis profondément désolé de ma connexion Internet qui n'est visiblement pas la meilleure de Nancy. Alors, je vois qu'apparaissent un certain nombre de remerciements. Hein. Malika, par exemple, qui vient d'envoyer un message pour cette conférence. J'espère que ça vous a plu. J'avais mis d'ailleurs autour de moi un certain nombre d'objets. Je pense notamment à ce petit buste de Stanislas, à des livres sur la Pologne, Varsovie, mais également d'autres ouvrages sur les Genoux et sur une histoire passionnante. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi il n'y avait pas eu de film sur Stanislas, tellement sa vie est romanesque. Eh bien, écoutez, moi, je vais pouvoir peut-être vous poser une petite question, Frédéric. Est-ce que vous auriez, par exemple, des lectures à nous conseiller sur la vie de Stanislas, peut-être avant sa période de duc de Lorraine? Alors, en réalité, en 2005, il y a eu énormément de livres qui sont parus donc sur Stanislas, mais des quantités vertigineuses. Il faudrait que je mette une demi-heure vraiment pour tous les citer, même si il y en a plus beaucoup qui sont encore édités effectivement aujourd'hui. Donc il y en a eu énormément que l'on peut retrouver dans les bibliothèques, dans la bibliothèque municipale, dans les bibliothèques des communes de la métropole, mais aussi de Lorraine. Donc, faites travailler un petit peu les bibliothèques et empruntez les ouvrages. Il y en a tellement. Moi-même, j'en ai écrit quelques-uns, notamment un qui s'appelle Sur les pas de Stanislas Ledzinski et qui reprend un certain nombre d'éléments, mais qui parle aussi donc de la Lorraine. Écoutez, je vois que dans le chat, il y a encore beaucoup de remerciements, notamment de la part de Marie qui apparemment, vous lui avez fait découvrir l'épopée de Stanislas. Donc voilà, beaucoup de positifs. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de questions. Est-ce que vous voulez rajouter peut-être quelque chose, Frédéric? Moi, si j'ai quelque chose à rajouter, c'était au niveau des relations entre Nancy, la Lorraine et la Pologne. Vous savez que les Polonais, longtemps, adoraient effectivement les Français.
maintenant, les Polonais estiment que les Français ne vont pas assez visiter donc la Pologne. Il suffit de traverser. Alors je sais que c'est pas le moment, c'est pas l'année. Il faudra peut-être attendre 2 ans pour réorganiser des voyages et y aller. Mais croyez-moi, vous traversez l'Allemagne et c'est un pays mais splendide, magnifique à découvrir. Mais quand on dit vraiment découvrir, c'est qu'on a des préjugés. On avait des préjugés, moi-même le premier, sur la Pologne, parce qu'on avait, on va dire, une image qui datait des années 80 et qui évoquait les tensions, les manifestations qu'il y avait et dans des villes peut-être ouvrières industrielles. Et en fait, on n'avait pas cette ouverture. Et si j'ai un message à faire passer, eh bien, c'est que vraiment la Pologne est splendide. Toutes les villes polonaises vraiment sont splendides et sont à voir absolument. Voilà, il faudra peut-être attendre 2 ans, mais c'est à faire. Alors, nous avons une question dans le chat de la part de Johan qui nous demande pourquoi cette bibliographie en 2005? J'ai pas entendu. Alors, la question de Johan, pourquoi cette Oui. bibliographie en 2005? Donc, je suppose pourquoi y a-t-il eu tant de livres écrits en 2005 à propos de Stanislas? Oui, alors, c'est une bonne question. Non, je parlais de 2005 parce qu'en 2005, il y a eu donc à Nancy un grand événement où pendant toute une année, on a fêté le 250e anniversaire de la place Stanislas. Vous savez que entre 2004 et 2005, on a refait entièrement la place et ça a été à cette occasion, donc en 2004, en 2005, il y a eu une floraison donc de, d'écriture de livres, tantôt des romans historiques, des livres d'histoire. Donc, c'est pour ça qu'il y en a eu énormément en 2005, mais il y en a régulièrement, mais pas autant que cette année-là. Voilà pourquoi j'ai parlé de 2005. Très bien. Eh bien, écoutez, voilà. Johan vous remercie pour la réponse, pour le coup. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clore cette conférence extrêmement intéressante sur ces belles paroles. Je vous remercie beaucoup, Frédéric, de nous avoir éclairé et puis de nous avoir fait revivre cette formidable épopée de Stanislas à travers l'Europe. Je donne rendez-vous à tout le monde pour nos prochaines conférences et puis je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée et un très bon week-end. Merci à vous. Au revoir.